beaucoup de choses à vous montrer. Avec Julien, on s'est fixé un challenge de partager avec vous 10 astuces concrètes, mais vraiment très concrètes, pour vous faire gagner du temps dans votre stratégie de contenu. Et donc, on va vous faire même des tutos en live pour vous montrer les choses. On espère qu'on n'aura pas trop d'effets démo. Avant de démarrer, juste pour être sûr, est-ce que vous nous voyez bien et est-ce que vous nous entendez bien? A priori, on nous voit super bien. Ça a l'air pas mal. Bon, super. Alors, attendez, je vais juste faire un petit paramétrage avant le démarrage de partage. Ça va faire un petit switch temporaire. Clac. Hop. Et donc, eh bien, je te propose, Julien, pour démarrer, on va commencer par se présenter. Bah, ça me paraît pas mal, en effet. Eh ben, bonjour tout le monde, hein. Donc moi, je suis Julien Gensolin, product owner chez SMJ avec un background de chef de projet SEO. Et aujourd'hui, donc, je travaille dans l'équipe R&D pour améliorer la plateforme en continu et travailler aussi sur les futures fonctionnalités de la plateforme. Donc, vous l'aurez compris, si vous avez besoin de nouvelles fonctionnalités dans SMJ, faut contacter Julien. C'est lui qu'il faut convaincre. Et donc, pour ma part, Nicolas Nguyen, expert SEO et donc cofondateur de SMJ. Du coup, aujourd'hui, la réalité, c'est que vous êtes plusieurs milliers de personnes à utiliser SMJ au quotidien. Et donc, c'est pour cette raison, notamment, qu'on a voulu faire ce webinaire. C'est pour vous partager des astuces concrètes au sein de l'outil SMJ pour tout simplement vous faire gagner beaucoup plus de temps, puis également, tant qu'à faire, aller chercher plus de trafic. Pour ceux parmi l'audience qui n'utiliseraient pas encore SMJ, je pense que ces astuces, dans tous les cas, vous seront utiles. Ces astuces, on a voulu couvrir avec Julien un maximum d'étapes dans une stratégie de contenu. Donc, il y aura des astuces au début plutôt pour la partie stratégie, donc comment identifier et planifier des belles opportunités de contenu. Ensuite, on attaquera dans le dur sur comment produire, rédiger un contenu efficace. Et ensuite, la partie mesure. Donc, vous allez voir, ça va être riche, ça va être dense, puisqu'il y a 10 astuces. Donc, accrochez-vous. J'espère que vous avez bu un café. On va parler cocon sémantique, on va parler page e-commerce, conversion, choix de mots-clés principal, helpful content. On va parler de comment construire un plan de contenu, mais aussi comment garantir un maximum de trafic par contenu, comment gagner du temps en optimisant ses contenus directement depuis son CMS, par exemple, et comment suivre efficacement la performance de ses contenus. Tout un programme. Et donc, sans plus attendre, on va rentrer directement dans la première astuce. Donc, première astuce, je pense, hélas, c'est une situation qu'on connaît tous. C'est cool, je suis arrivé en première page sur mon mot-clé principal sur Google, mais je ne suis toujours pas dans le top 3. Donc, je suis en bas de première page Google. Comment je fais pour aller chercher le top 3? Une des manières d'aller chercher le top 3 qui aidera, c'est de créer un cocon sémantique. Créer un cocon sémantique, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, je vous montre un exemple. Dans le schéma à gauche, admettons, vous êtes un e-commerçant et vous êtes, par exemple, en bas de première page sur le mot-clé perceuse. D'accord? Donc, plutôt avec une catégorie e-commerce, pour le coup. Et donc, là, vous êtes en bas de première page et l'idée du cocon sémantique, ça va être de montrer à Google que d'un point de vue article, eh bien, vous êtes un expert du sujet de la perceuse. Et donc, vous allez créer plusieurs articles autour de la perceuse. Donc, quelles sont les meilleures perceuses? Comment choisir une perceuse à percussion? Comment choisir une perceuse visseuse? Un peu comme si, dans un magasin, eh bien, vous parliez à un conseiller, vous lui posez des questions pour bien choisir votre perceuse. Là, c'est pareil. Votre site e-commerce, c'est un peu comme une boutique et ces conseils, eh bien, sont là pour aider l'audience. Au-delà de cette partie conseil, en fait, ces contenus, vous allez mettre en place du maillage interne, donc des liens vers la fameuse page stratégique, la catégorie commerce perceuse. Et donc, ces liens vont transférer du jus sémantique. Et donc, la fameuse page perceuse, eh bien, elle va gagner des positions. Et en plus, bonus, vos articles vont vous permettre de capter plus de parts de marché sur des mots-clés informationnels. Donc, ça, c'est la théorie. Et le sujet, c'est comment on fait de manière rapide, efficace. Donc là, on va passer à la démo. Donc, on croise les doigts avec Julien de ne pas avoir trop d'effets démo.
Il y a un risque juste énorme. Donc là, on est dans SEMJ, donc vous connaissez. Là, l'idée, c'est de penser à cliquer sur le module idée de contenu qui est tout en haut. D'accord? Et donc là, comme vous pouvez voir, là, j'ai créé deux listes, hein, percée et perceuse, parce que ça me permet d'aller chercher des idées de contenu sur ces deux thématiques, qui sont bien entendu très proches. Si je clique sur perceuse dans idée de contenu, donc pour rappel, le module idée de contenu, c'est pour m'aider à identifier des idées de contenu que je vais pouvoir créer. D'accord ? je vois que j'ai des petites notifications, effet démo. Si je clique sur la première idée de contenu, juste pour que vous sachiez, là, on peut voir qu'il y a écrit shopping. Ça, shopping, en fait, je ne vais pas créer un cocon sémantique avec du shopping, hein, puisque c'est une catégorie e-commerce. Ce qui va m'intéresser, ce sont justement pour le cocon sémantique des idées d'articles. Et donc, ces idées d'articles, eh bien, j'ai juste à cliquer en haut à gauche sur le filtre article. Et là, c'est là où la magie opère, puisque SEMJ me propose, autour de la perceuse, des idées de contenu de type article, conseil. D'accord ? Et donc là, qu'est-ce que j'ai à faire ? Alors, juste pour vous montrer d'ailleurs, là, j'ai par exemple perceuse à percussion, guide d'achat. Si je clique dessus, eh bien, comme on peut voir, j'ai UFC Que Choisir qui propose un article sur guide d'achat, perceuse à percussion. Donc ça m'intéresse dans mon cocon sémantique. Et là, on peut voir que ce contenu capte 400 de trafic mensuel. Donc, quand même pas mal. Donc là, j'ai juste en fait à choisir les idées de contenu de type article qui m'intéressent, que je trouve pertinents pour mon cocon sémantique. Et après, à les ajouter au planning. Par exemple, là, je dis, tiens, je vais créer 7 contenus. Alors, pour un cocon sémantique, hein, on va plutôt viser 10, 15, 20, 30, parfois plus, selon la concurrence de votre mot-clé. Je vais les assigner à Julien parce que dès demain, vu que le SEO Square sera terminé, il aura du temps. C'est prévu. Et voilà, c'est prévu. Et donc, ensuite, dans le planning, je vais les mettre dans le dossier perceuse et je vais cliquer sur « Ajouter au planning ». Et donc là, du coup, dans le planning de Julien, il aura justement le cocon sémantique perceuse actif. Et là, vous voyez, cette partie-là aura pris quelques minutes. Et ça, c'est vraiment ce qui fait la différence. J'ai pris l'exemple où je voulais booster une page e-commerce perceuse, tout comme vous pouvez booster une page, par exemple, de type assurance auto avec cette technique ou tout autre mot-clé. Donc ça, c'est vraiment l'astuce du cocon sémantique, penser systématiquement à mener ce type de stratégie. Et donc maintenant, je crois que, Julien, tu vas nous parler d'e-commerce. Tout à fait. Eh bien, moi, je vais vous présenter une astuce qui est un petit peu l'astuce sœur de cette première astuce présentée par Nicolas. Là, on va avoir un besoin qui va être de booster ces transactions. Donc, on a déjà de la visibilité sur une thématique là qui va être en l'occurrence sac à dos randonnée. Et l'objectif va être de trouver d'autres thématiques pour booster sa conversion, c'est-à-dire en créant les pages e-commerce qui vont être manquantes. Donc, voilà, vous avez déjà cette visibilité-là sur sac à dos randonnée homme-femme. Mais si on regarde un petit peu plus loin, on va remarquer qu'on manque de visibilité ou on n'a même pas du tout de visibilité sur des expressions, sur des mots-clés un peu plus longue traîne qui pourront être assez intéressants en termes de conversion. Donc, l'idée, c'est ici, on va se mettre dans la peau d'un e-commerçant qui va constater donc qu'il a déjà ces bonnes positions-là, mais qu'il va lui manquer des positions sur ces mots-clés-là. Donc, on va aussi là basculer sur la partie démo pour que je vous montre tout ça. Donc, si ça vous va, on retourne dans le module idée de contenu, toujours un peu dans cette approche d'aller trouver de nouvelles idées autour de sa thématique. Donc là, sac à dos randonnée. Et là, on peut voir ici que je vais avoir des idées de contenu assez mélangées, du shopping, du divers, des articles, etc. Donc là, j'ai plutôt envie de filtrer sur shopping. Et très rapidement, je vais pouvoir constater que j'ai des expressions qui ne sont pas travaillées sur mon site puisque je ne suis pas positionné. Et là, par exemple, sur sac à dos isotherme randonnée ou sur sac à dos pour chien randonnée, je peux voir donc que c'est potentiellement des catégories. Hop, je peux aller vérifier. En effet, on voit par exemple chez Decathlon qu'on a une catégorie sac à dos glaciaire de randonnée et de trek qui est pas mal optimisée, on a du contenu. Et sur la partie sac à dos pour chien, hein, c'est un besoin qui peut exister. Également, ici, on va avoir du contenu de travailler.
Donc là, j'ai plutôt intérêt, surtout si c'est ça l'intérêt, hein, si je vends ce type de produit, à travailler ces pages-là où je n'ai pas encore de visibilité dessus. Et là, tout comme l'a montré Nicolas, je vais pouvoir sélectionner les idées de contenu intéressantes et pouvoir les ajouter au planning en créant donc des nouveaux contenus avec, bien entendu, en utilisant la fonctionnalité dossier où je peux ranger mes contenus dans la sous-catégorie e-commerce, par exemple, du dossier sac à dos randonnée. Hop, ici. Et ensuite, je les retrouve au planning et je démarre mon travail d'optimisation. Et toi, Nico, dans la suite, là, tu vas nous montrer comment on optimise des pages à fort potentiel, il me semble. Oui, tout à fait. On va parler de conversion parce qu'on parle souvent de trafic. Alors, le trafic, c'est bien, mais parfois, vous avez également des objectifs de conversion. Et là, justement, on voulait montrer quelques astuces là-dessus. Juste pour rappeler, hein, qu'est-ce qu'une page à conversion? Là, je vous montre un exemple. Par exemple, là, c'est un article de blog hein, sur Google EAT. Et donc, on peut voir en bas à droite un petit call to action qui permet de télécharger, par exemple, un livre blanc, une checklist, tout comme ça peut être un autre call to action, hein, créer un compte sur votre site web, s'inscrire à la newsletter, etc., etc. Et donc ça, en général, ce qui est très important de faire, c'est de configurer ces objectifs de conversion dans votre outil analytique comme Google Analytics, d'accord ? Et donc là, typiquement, on est sur un article de blog où il y a du trafic et il génère déjà des conversions. Mais le sujet, c'est comment aller chercher encore plus de conversions. Et l'idée, ça va être d'identifier justement toutes ces pages sur votre site web qui génèrent déjà des conversions, mais qui en plus méritent d'être optimisées d'un point de vue contenu. Donc là, par exemple, cet article sur le Google EAT, il est en bas de première page Google. Donc, on sait très bien, hein, quand on est dans le top 3 Google, c'est là où ça se passe, hein, x10, x15 de trafic. Et donc, potentiellement, x10, x15 de conversion. Et par contre, ce contenu, il est sous-optimisé. Donc, en l'optimisant, il va gagner des positions, il va gagner du trafic, il va gagner des conversions. Et vu qu'il fait déjà des conversions, eh bien, on a vraiment intérêt, justement, de l'optimiser. Alors, comment ça se passe, justement? Donc, là, on est dans le module page de SEMJ. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est SEMJ scanne toutes les pages de votre site web et va prioriser les pages qui méritent d'être optimisées. Et en général, nos clients, justement, utilisent la priorisation de base, qui est la priorisation par gain de clic, hein, donc par gain de trafic SEO. Par contre, ça, c'est un point important. Quand vous utilisez SEMJ et que vous avez également des objectifs de conversion, pensez également, du coup, à utiliser dans le menu de gauche le système de priorisation par conversion. D'accord? Donc, c'est ici à gauche, là, toutes les conversions. Et donc là, on peut voir Goal 2, Goal 3. Donc, si je clique sur Goal 2, là, en fait, j'ai juste à choisir l'objectif Google Analytics ou AT Internet que je souhaite relier. Et donc là, SEMJ, justement, aspire, se synchronise d'un point de vue donné et donc va vous identifier les pages qui génèrent déjà de la conversion. Et donc là, juste pour vous montrer, donc sur le site de SEMJ, on a justement un objectif de conversion. Bon, il y a un nom un peu spécial, il s'appelle Any Touchpoint. En gros, c'est quand on télécharge un livre blanc, par exemple. Eh bien, on peut voir que sur le site de SEMJ, on a des pages qui réalisent, par exemple, là, 28 conversions SEO mensuelles. Donc, ça réalise déjà des conversions. Donc, top, génial. Je sais que je mise sur le bon cheval. Par contre, sur ce contenu, eh bien, il est en 6e position Google, donc j'ai intérêt à viser le top 3, et il a un content score de 31 sur 100, c'est-à-dire qu'il est sous-optimisé d'un point de vue contenu. Donc là, typiquement, c'est le genre de contenu où, en l'optimisant, eh bien, je vais aller chercher, bien entendu, plus de trafic, mais surtout plus de conversion grâce au SEO. Et donc là, ça sera le même principe, hein. Je choisis les pages qui sont importantes d'un point de vue business. Et puis, pareil, je les ajoute au planning. Hein, c'est le même principe. Et donc là, pourquoi on insiste avec Julien sur je les ajoute au planning? Puisque derrière, il y a un point important à avoir en tête. C'est plus vous, je dirais, définissez votre planning à l'avance. Par exemple, vous définissez votre planning pour le trimestre. Plus c'est préparé à l'avance, plus les choses, je dirais,
seront fluides derrière avec vos équipes. Donc, pensez à passer, je dirais, 30 minutes, 1 heure, voire plus, à bien planifier les différents contenus à produire en amont. Et donc maintenant, Julien, de quoi tu vas nous parler en termes d'astuces? Eh bien, une astuce importante, puisqu'elle vous montre en fait comment on évite de perdre du temps en rédigeant un contenu qui ne va tout simplement pas matcher avec l'intention de recherche dominante qu'on va constater sur une SERP Google en fait. Donc, on va là aussi se mettre dans la peau d'un rédacteur SEO qui travaille sur un site e-commerce un petit peu particulier puisqu'il vend de la levure de bière. Voilà, il a une thématique importante qui est levure de bière. Et il a des mots-clés, vous l'imaginez bien, autour de cette thématique-là. Donc, bien entendu, le mot-clé générique levure de bière, mais il va aussi avoir des produits autour de la levure de bière. Cellule levure de bière. Donc là, on peut faire fausse route parce qu'on va vouloir potentiellement optimiser sa landing catégorie. Mais au final, la SERP, qu'est-ce qui se positionne sur la SERP? C'est plutôt des contenus informationnels. Et je vais vous le montrer tout de suite. Donc, on bascule sur l'éditeur SEMJ. Donc, j'ai déjà renseigné mon mot-clé principal qui est levure de bière, que l'on voit ici. J'ai aussi un contenu gélule levure de bière. Et là, on a un onglet qui est plutôt pratique, qui est la partie concurrente ici dans le side panel ici, là où on retrouve les optimisations. Et ça permet de voir assez rapidement quelle est un petit peu la couleur de la SERP. Et là, sur levure de bière, on pouvait s'attendre à trouver des landing catégories. On va plutôt avoir, de ce que je vois, on voit Bienfait, on voit du Passeport Santé, du Journal des Femmes, du Wikipédia, plutôt des contenus de type informationnel. Et en effet, donc, si on commence à aller un petit peu regarder la typologie de ces contenus et surtout de cette SERP-là, on va voir donc on a du Passeport Santé, etc., etc. Donc là, on va savoir que sur ce mot-clé-là, on va plutôt rédiger un contenu informationnel, comme on peut le voir notamment sur Passeport Santé, où là, on a un contenu assez dense sur la levure de bière, mais on n'a aucun produit à l'horizon. Oui, alors qu'on aurait pu imaginer que levure de bière, on est sur plutôt des résultats de type e-commerce, mais là, en fait, c'est plutôt des articles, quoi. C'est plutôt des articles. Et ce qui est assez trompeur, c'est qu'on a pas mal de shopping en haut de cette SERP-là, et on peut se dire, OK, je vais optimiser ma catégorie e-commerce. Et en fait, on a surtout de l'informationnel. Regardez, on a des recettes, on a des vidéos. Donc, ça n'aurait pas été la bonne page à optimiser. Et pour finir, donc, à contrario, sur gélule levure de bière, là, on est plutôt rassuré, puisque là, pour le coup, on a du shopping avec du Dieti Natura, du Amazon. Et en effet, si on va voir quelques SERP, quelques pages même, on peut se rendre compte que c'est plutôt du produit. Et là, ce mot-clé gélule levure de bière, je vais plutôt aller le travailler, et bien sûr, sur une page produit. Donc, à retenir, à bien regarder la page de résultats Google pour éviter de cibler la mauvaise intention de recherche et faire un peu un travail dans le vent. Et voilà, donc ça, c'est important. Et toi, Nicolas, tu vas nous montrer comment on construit un contenu helpful content friendly, il me semble. Ah oui, helpful content, vous êtes peut-être probablement au courant, mais Google a lancé récemment une mise à jour qui fait frémir la communauté SEO, puisqu'ils ont lancé la mise à jour helpful content, donc contenu pertinent, on va dire, notamment sur la partie anglaise de Google. Et donc, bien entendu, a priori, elle va arriver en France un jour ou l'autre, et où le sujet, c'est pour Google d'améliorer l'algorithme pour proposer des contenus toujours plus pertinents à son audience. Et donc, le sujet, c'est, OK, mais comment on fait un contenu pertinent, en fait? Et là, l'idée, c'est de dire, on va déjà, pour la base de tout, on va mettre un peu le ciment du contenu pertinent, ça va définir le bon angle et le bon plan de contenu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que moi, mon conseil, c'est de systématiquement analyser le top 3 de Google sur le mot-clé que vous visez. D'accord? Donc, c'est soit le SEO qui le fait en amont quand il prépare le brief pour l'équipe de rédacteurs, soit le rédacteur le fait lui-même s'il n'a pas de brief, mais toujours analyser le top 3 de Google sur le mot-clé.
Et derrière, on analyse du coup notamment les titres de contenus privilégiés par Google et le plan des contenus concurrents, puisque du coup, on va comprendre justement ce que Google privilégie. D'accord? Donc, pour vous montrer un exemple, je vais même vous en montrer deux. Donc, je vais faire exactement comme Julien. Je vais utiliser l'onglet concurrent dans l'éditeur de CMJ. Et là, je prends un exemple, raclette végétarienne. Voilà, en préparant cette démo, j'ai découvert que c'est quand même un sacré mot-clé, hein, recherché quasiment 5000 fois par mois. Et donc, je vais cliquer sur concurrent. Et donc là, avec le conseil de Julien, déjà, je vais comprendre que, ah là, c'est bon, je peux rédiger un article parce qu'on est plutôt sur des articles. Hein, ce n'est pas des pages e-commerce. Il n'y a pas de catégorie e-commerce de raclette végétarienne pour le moment. Et donc là, l'angle, sur l'analyse de l'angle, on peut voir comment préparer une raclette végétarienne, par quoi remplacer la charcuterie pour une raclette végétarienne, etc., etc. Donc là, en fait, on est sur un angle qui est un guide. C'est comment je fais une raclette végétarienne. Hein, on est dans le comment, vous comprenez? Et si je compare, c'est là où c'est subtil, si je prends un autre mot-clé, spiruline, qui est un complément alimentaire, là, on ne va pas être dans le comment utiliser la spiruline. Non, là, on va être sur c'est quoi les bienfaits de la spiruline. Ça, c'est vraiment l'angle principal. Et on le voit, hein, premier, quels sont les bienfaits de la spiruline? Deuxième, les bienfaits de la spiruline. Troisième, les bienfaits de la spiruline. Bon, quand même, à un moment donné, on est très orienté bienfaits. On peut regarder aussi le reste, bien entendu, de la première page Google, hein, posologie, propriété, etc. Mais là, on voit que si demain, je choisis un angle de contenu qui est recette avec la spiruline, j'ai zéro chance d'aller dans le top 3. C'est ça mon message. Donc, choisissez le bon angle. Ça, c'est la base. Et ensuite, pensez à analyser le plan HN, donc le plan H2, H3 de chaque concurrent. Ça va vous nourrir, ça va vous inspirer en tant que rédacteur. Par exemple, pourquoi prendre de la spiruline? Quelles sont les vertus de la spiruline? Etc., etc. Ensuite, je vais analyser le deuxième. Je vais voir, par exemple, qu'est-ce que la spiruline? Quels sont les bienfaits de la spiruline? Je peux même d'ailleurs prendre mes notes directement en faisant un petit copier-coller. Et là, je sais que quand je vais préparer mon plan, je sais qu'à un moment donné, dans mon plan, je vais parler des bienfaits de la spiruline. Donc, pensez toujours à faire cette analyse à la fois de l'angle et du plan. Et pour la petite histoire, La Vie Claire, c'est un de nos clients. Justement, ils ont optimisé un de leurs contenus. Ils étaient 50e avant sur spiruline. Ils sont premiers. C'est un mot-clé qui est recherché 90 000 fois par mois. Juste avec ce contenu, en suivant ses conseils, eh bien, il capte 30 000 de trafic par mois sur cet article. C'est plutôt pas mal. Et maintenant, de quoi on va parler, Julien? On va continuer justement sur la partie création de contenu, comment on se démarque autour du helpful content. Oui, exactement. Oui. C'est clairement un peu complètement dans la continuité de ton astuce, hein, en fait. Là, on va vraiment être à l'échelle d'un contenu. Donc là, cette astuce, l'objectif de l'astuce, c'est de vous aider en fait à rédiger des contenus utiles et différenciants pour votre audience en vous basant, je vais vous le montrer, sur des intentions de recherche type océan bleu, c'est-à-dire des intentions de recherche qui n'ont pas été exploitées ou très peu exploitées par vos concurrents. Et l'autre objectif de l'astuce, c'est aussi de vous montrer que des contenus qui vont vous montrer comment créer des contenus qui vont se démarquer et mieux répondre aussi aux besoins de l'audience, dans la continuité donc de ce que nous a présenté Nicolas dans la helpful content, et anticiper un petit peu, préparer en quelque sorte ces contenus à cette mise à jour Google qui va bientôt impacter les SERP françaises. Je vous propose donc de basculer sur la partie démo. Donc là, le sujet c'est quoi? C'est la permaculture. Donc j'ai un article à rédiger sur la permaculture, tout savoir sur la permaculture. Vous imaginez bien que sur ce sujet-là, il existe pas mal de contenus déjà présents sur les SERP. Là, l'idée, ça va être de se dire comment je peux créer un contenu qui se différencie et un contenu donc, qui apporte d'autres réponses par rapport au sujet en fait, déjà abordé par mes concurrents. Donc là, on est dans la partie éditeur. Au niveau des intentions de recherche, je vous en ai parlé juste avant. Ces intentions de recherche vous permettent de construire votre plan et d'alimenter vos titres HN avec ces intentions de recherche-là. Et là, en cliquant ici, donc, sur l'analyse concurrentielle, vous allez avoir une heatmap qui, donc on est toujours, vous le voyez ici, c'est pour permaculture, toutes les intentions de recherche donc, que l'on propose pour permaculture, et repérer comme ça, vous allez un petit peu faire votre marché,
eh bien, les intentions de recherche qui sont très peu utilisées par vos concurrents, et vous allez vous dire, tiens, pourquoi pas créer un paragraphe, pourquoi pas créer un article dessus. Et là, typiquement, ici, je vous montre un exemple sur Calendrier Permaculture 2022, où on a un volume de recherche sur le cluster ici de 210, qui est loin d'être inintéressant, et on voit que c'est assez peu exploité. Donc, on peut avoir aussi Permaculture Balcon. Donc là, ça représente le top 10 ici. Hein. On voit que c'est très peu utilisé, etc. etc. Serre Permaculture, où les deux premiers en parlent, mais après, c'est assez peu évoqué, ou Engrais Vert Permaculture, etc., etc. Et comme cela, en faisant vos courses sur ces sujets-là, vos courses images, bien sûr, hein, vous allez pouvoir construire un contenu qui a un angle un peu différenciant et aller chercher de l'audience sur des sujets peu ou pas exploités par vos concurrents. D'ailleurs, moi, je me permets de rajouter par rapport à ce que dit Julien. Là, c'est extrêmement important puisque le but, quand vous visez le top 3 sur Google, bien entendu, vous voulez faire un contenu qui est meilleur que les concurrents. Et la manière aussi de faire un contenu meilleur que les concurrents, c'est aussi un contenu qui répond à des besoins de l'audience et auxquels les contenus concurrents n'y répondent pas. Donc là, typiquement, ce que vous montre Julien, c'est vraiment ultra puissant pour construire un plan de contenu où votre contenu sera plus complet pour l'audience. Exactement. Donc voilà, là on voit un petit peu ce que je vous ai montré juste avant. Et j'enchaîne moi-même, hein, si tu le permets, Nicolas. Allez, t'es gourmand, mais j'accepte. Allez, c'est parti. Donc j'enchaîne sur l'IA, l'iWriting, donc l'intelligence artificielle au service de l'idéation. Et je vais vous montrer donc comment on peut générer un plan de contenu en quelques minutes. Donc l'IA qui ne remplace pas l'être humain, qui va vraiment être au service de l'idéation, c'est un partenaire de choix pour vous aider à mettre en place comme ça votre contenu, pour trouver des idées rapidement et pour proposer un contenu également le plus SEO friendly. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'IA va se baser sur l'algorithme SEMJ, donc va se baser sur les intentions de recherche, sur les questions et les sujets les plus abordés par les concurrents, donc les termes associés. Et je vais pour cela vous montrer un exemple concret, hein, quoi de mieux qu'un exemple concret pour vous montrer tout ça. Donc là, on était sur la permaculture. Je vous propose maintenant de basculer sur la thématique du vélo électrique. Donc le mot-clé ici, c'est quel vélo électrique choisir. Donc j'ai mon mot-clé principal. Je ne sais pas vraiment comment attaquer. Alors je sais que je vais parler de vélo électrique. Hein. Je vais délivrer des conseils pour bien choisir mon vélo électrique, mais je manque un petit peu d'inspiration. Donc ici, je me situe au niveau de l'éditeur. Ouais, je peux déjà me dire que de générer un title, hein, puisque je vous l'ai dit, je ne suis pas très inspiré. Et là, donc, on a un title qui apparaît. Quel vélo électrique choisir en 2022? Comparatif et avis, pourquoi pas? Et donc, je vous ai surtout parlé de plan. Donc là, je vais avoir besoin d'idées pour construire mon plan. Et donc là, SEMJ va me proposer un plan ici. Alors, peut-être que j'ai envie d'aller un petit peu plus loin et de cliquer une deuxième fois ici sur plan. Et là, donc, OK, ça parle de prix, d'endroit où l'acheter, de puissance aussi, pourquoi pas. En fonction de l'usage, ça peut être intéressant. Le prix ici, ça fait là. Donc là, vous voyez, on est dans l'idéation. Donc, on construit un peu son plan, on supprime des titres, on en rajoute. Et ensuite, donc, comment j'attaque mon contenu? Eh bien, je peux générer des introductions, en fait, hein, pour chaque paragraphe. Et ainsi, pouvoir me mettre le pied à l'étrier et commencer à rédiger mon contenu. Donc, là, du coup, ça permet vraiment de combattre le fameux syndrome de la page blanche. Ah ben là, il est bien combattu, puisque là, en quelques clics, on est déjà d'ailleurs à 36 sur 100. On a déjà, regardez, exploité pas mal d'intentions de recherche. Et en effet, comme dit Nicolas, on combat le syndrome de la page blanche. Vous voyez, là, on voit des types de vélos aussi, pliants, vélos de ville, vélos de montagne. Donc, pourquoi pas orienter son contenu vers des typologies de vélos électriques également. Et donc, toi, Nicolas, alors je parlais de content score. Hein, là, l'idée, c'est d'atteindre, il va vous en parler, un bon content score. C'est important et il me semble que tu as des infos là-dessus assez intéressantes à nous partager. Ah oui, en effet, parce que le content score, on vous en parle souvent et on voulait partager quelques stats avec vous justement à ce sujet. Avant de les partager, je voulais juste rappeler du coup la composition du content score, à quoi ça correspond. Donc
Donc là, par exemple, je suis sur un article personal branding, hein, donc c'est la page web. J'ai les recos de SEMJ, j'ai le fameux content score, donc ici 40 sur 100. Et donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas le content score, il se base sur notamment est-ce que le contenu est aussi long que le top 3 sur Google ? Est-ce que ce contenu, donc très important, a un plan à chaîne qui répond aux intentions de recherche ? Donc, si vous faites un contenu sur le personal branding, a priori, vous avez intérêt à un moment donné de votre plan de définir ce qu'est le personal branding, de donner des exemples, de parler de LinkedIn, etc., etc. Donc, toujours basé sur les besoins de l'audience avec des volumes de recherche, les questions de l'audience et le champ lexical et également le maillage interne, c'est-à-dire est-ce que les autres contenus de mon site web font bien un lien vers ce contenu-là ? Hein, et donc là, on voit qu'on peut rajouter du maillage interne. Et une fois qu'on mène toutes ces actions qui permettent en fait d'améliorer la qualité du contenu, notamment pour son audience, eh bien, ça l'améliore également d'un point de vue performance SEO. Et donc, ce content score, eh bien, souvent, on vous dit, oui, c'est important de le faire, c'est important de viser des jolis content scores. Mais là, justement, pourquoi c'est important de le faire ? Et donc là, on a réalisé une étude qu'on voulait partager avec vous, vu qu'on parle tout le temps de content score. C'est une étude, justement, où on a analysé sur les 24 derniers mois les contenus optimisés avec SEMJ, par les clients. Et donc, d'un côté, on a les nouveaux contenus, de l'autre côté, on a les contenus existants que vous optimisez. Donc, à gauche, quand vous créez des nouveaux contenus avec SEMJ et que vous visez un content score supérieur à 90, eh bien là, on peut voir que c'est là où on va chercher le maximum de trafic SEO mensuel. Par trafic SEO mensuel, j'entends les clics mensuels Search Console. Et donc, là, le message, c'est quand vous faites un nouveau contenu, vous voyez, hein, plus vous visez un content score qui se rapproche de 100, plus vous allez chercher de la performance. Donc, des fois, il faut aller se forcer, je dirais. Déjà, un premier palier de content score 75, c'est bien, mais de viser au-dessus de 90, c'est mieux. Et de l'autre côté, quand vous optimisez vos contenus existants, eh bien là, on peut le voir également, hein, quand on va viser un content score supérieur à 90, eh bien là, on fait plus que doubler le trafic de vos contenus existants. C'est-à-dire que demain, si vous avez un objectif, par exemple, de doubler le trafic, par exemple, voilà, là, c'est une manière de faire, c'est d'optimiser les contenus existants avec des très, très forts content scores. Donc là, le message, c'est de vous dire, on sait que des fois, ça demande des efforts, les content scores, mais vraiment viser le maximum pour aller chercher un maximum de performance. C'est important. Et donc maintenant, je vais enchaîner avec une deuxième astuce qui est là pour vous aider à gagner plus de temps. Puisque souvent, vous allez rédiger des contenus dans plusieurs outils. Dans SEMJ, bien entendu, mais également parfois directement dans votre CMS, parfois dans Google Docs, etc. Potentiellement, vous utilisez plusieurs outils. L'idée, si on a voulu vraiment vous faire gagner du temps, donc ça, c'est vraiment la grosse nouveauté, je dirais, de cette rentrée, c'est on a passé des mois et des mois à développer une extension Chrome SEMJ qui vous permet en fait d'obtenir ces fameuses recommandations SEO de SEMJ dont vous êtes habitués, mais de les obtenir partout. En fait, directement dans vos outils, que ce soit Google Docs, Notion, HubSpot, etc., etc., mais aussi dans des CMS maison, puisqu'on a beaucoup de clients qui ont un CMS maison et qui rédigent directement dans leur CMS maison. Et donc, cette extension s'adapte, on la configure à votre CMS maison. Donc, je vais vous montrer justement 2 cas d'usage pour que vous puissiez voir comment ça peut vous faire gagner un temps de dingue. Donc, justement, si je repars sur mon écran, je vais prendre un premier cas d'usage où là, vous allez prendre une casquette où vous êtes, par exemple, responsable marketing chez SEMJ. D'accord ? Donc, vous avez entendu parler d'un article, réussir votre stratégie de contenu SEO. Donc, vous allez voir cet article. Donc, vous êtes sur le site, sur votre site web. Et là, vous dites, mais attends, au fait, est-ce que mon équipe a bien pensé à optimiser ce contenu ? Donc là, en bas à droite, vu que vous avez l'extension Chrome de SEMJ, vous allez pouvoir déployer la sidebar SEMJ directement depuis votre site web. Et ensuite, vous allez pouvoir, par exemple, dire, tiens, là, c'est un contenu qui vise stratégie de contenu comme mot-clé. Donc là, pour gagner du temps, je vais directement charger l'analyse.
Et donc là, vous allez obtenir directement le content score de ce contenu. Et là, vous allez dire, ah bah attends, ce contenu, pour le coup, on peut clairement l'améliorer. Hein, on le voit au niveau du content score. Il y a voilà, un paquet de recommandations qu'on peut améliorer. Alors, pour la petite histoire, ce contenu est un contenu très marketing qui n'avait pas vocation pour du SEO, mais justement, autant l'améliorer maintenant qu'il est publié. Donc là, du coup, j'ai plus qu'à l'ajouter au planning et c'est parti. Maintenant, on va prendre un deuxième cas d'usage. Cas d'usage où vous êtes le rédacteur, vous faites partie de l'équipe rédaction, par exemple, chez SMG. Donc là, on vous a dit, par exemple, à la machine à café, ah tiens, Nico, je t'ai assigné tel contenu à optimiser. Et donc là, vous êtes directement dans votre CMS. Hein, donc là, pour la démo, on est dans le CMS HubSpot, par exemple. Et donc là, en tant que rédacteur, pareil, dans votre CMS, vous allez avoir directement votre planning en tant que rédacteur de contenu à produire et à optimiser. Et là, je retrouve le fameux contenu. Ah, tiens, réussir votre stratégie de contenu, j'ai intérêt à l'améliorer. Donc, très bien. Donc là, dans mon CMS, j'ouvre mon contenu. Et là, du coup, je vais gagner du temps parce que directement dans le CMS, eh bien, je vais obtenir les recommandations pour améliorer ce contenu. D'accord? Et donc, je vais pouvoir être guidé en temps réel. Ça, vous connaissez le principe. Par exemple, je vais me dire, tiens, je vais améliorer le plan de mon contenu en ajoutant un H2, par exemple, autour de comment mettre en place une stratégie de contenu efficace. Et donc là, je vais transformer, par exemple, je vais améliorer vraiment la structure de mon contenu en mettant cette question de l'internaute, enfin des internautes, en H2. Et donc, du coup, ça a validé la recommandation. J'ai gagné du score. Ça, vous connaissez le principe. Mais là, du coup, vous le faites directement depuis votre CMS, tout comme si vous utilisez Google Doc, c'est exactement le même principe, ou tout autre CMS, vous allez obtenir, pareil, les mêmes recommandations directement dans Google Doc. Donc là, gros gain de temps. L'idée, c'est aussi de vous aider dans vos équipes à vraiment simplifier l'utilisation des recommandations SEO sur l'ensemble de vos équipes. Donc ça, gros gain de temps et gain d'adoption de cette partie SEO. Et on est parti pour la dernière astuce, Julien. Tout à fait, dernière astuce. Donc là, on vous a montré plein d'astuces pour détecter et ensuite produire du contenu. Tout ça, il va falloir le monitorer et savoir si ça a un impact, si l'effort qu'on a produit, qu'on a fourni, va payer en fait. Et quels sont les impacts sur ces KPI SEO. Une petite statistique avant de commencer, 49% des content marketeurs ne connaissent pas la performance de leur contenu. Donc oui, c'est la moitié, donc c'est beaucoup. Donc là, l'idée de cette astuce-là, c'est vous montrer comment rapidement on peut suivre la performance de ces contenus par thématique. Donc je vais vous le montrer concrètement. Mais avant cela, donc, rappel, quelle est l'importance, pourquoi c'est important de suivre la performance de ces contenus. C'est visualiser l'investissement, l'impact de son investissement SEO sur la performance de son contenu et affiner l'analyse de la donnée et faire des rapports plus précis en segmentant la donnée à l'échelle de thématiques. Donc là, je vous embarque avec moi chez notre client Kiloutou, qui a plutôt très bien travaillé, puisqu'on voit qu'ils ont créé 133 nouveaux contenus ici, avec ils sont plutôt bons, puisque regardez, en termes de content score, là, on n'est pas loin des 90 et on descend rarement en dessous des 80. Donc, on a des contenus qui sont bien optimisés avec un impact sur les clics ici qui paraît, par rapport à l'année précédente, plutôt intéressant. Très bien. Il s'avère que ces 133 contenus, l'équipe de rédaction les a dispatchés dans différents dossiers. Et c'est ce que je compte vous montrer ici via les filtres. Hop, on va le matérialiser ici. Les différents dossiers qui ont été matérialisés dans la partie planning. Donc, les contenus ont été rangés. On voit plein de catégories ici. Ça peut être très lié à l'organisation de votre site, à une organisation liée à votre stratégie de contenu. Après, chaque client fait un petit peu comme il veut. Après, c'est chacun sa méthode. Et là, donc, je vais pouvoir en un clic ici, cliquer sur article et retrouver la performance en fait de tous mes articles. Donc là, vous voyez, les clics se sont mis à jour pour les contenus On peut faire cela également pour les rédacteurs. Donc si là, on voit qu'on a encore 127 contenus,
peut-être que 40 contenus ont été rédigés par un rédacteur et on va vouloir filtrer sur ce rédacteur. Et la finalité de tout ça, c'est qu'on va pouvoir exporter la data et ensuite l'exploiter dans un Data Studio, dans un Google Sheets, dans un outil de votre préférence. Et voici ce qu'on peut exporter. Donc, on va avoir nos contenus ici, nos focus keywords et toutes les statistiques liées à ces contenus. Et on retrouve ici bien le folder article. Et on sait que ce qu'on va mesurer ici comme performance, ça concerne bien les contenus de ce dossier article, tout simplement. D'ailleurs, Julien, en termes de recommandations, on peut recommander notamment, faites dans le planning, notamment pour des raisons de reporting, des dossiers par thématique, par exemple perceuse, abri de jardin, etc. Du coup, vous allez pouvoir suivre sur une thématique spécifique la performance. Et le filtre que tu montres, Julien, sur la partie, par exemple, rédacteur, ça, c'est d'autant plus important parce que nous, on nous le dit souvent, quand les rédacteurs vont eux-mêmes mesurer la performance de leur contenu, en général, ils sont ultra contents de voir que, ah tiens, j'ai créé tel contenu, il fait tant de trafic. C'est motivant, en fait, pour le rédacteur. Donc, invitez vraiment vos équipes, notamment de rédaction, à aller être curieux et à aller justement utiliser ces filtres pour qu'ils voient leur performance. Très clairement, oui, il y a un côté un peu ludique aussi pour voir ma performance personnelle. Hop. Et donc, c'était donc la dernière astuce. Donc, merci tout le monde à tous de nous avoir écoutés. On espère avec Nicolas que ces astuces vous aideront dans votre travail du quotidien, qu'elles vous ont inspiré peut-être. Et maintenant, donc, place aux questions. Ouais. Alors, en question, écoute, je vais en choisir une première question. Tiens, je voyais qu'il y avait plusieurs questions là-dessus. Donc, les 10 astuces que vous proposez comme sujet de cette conférence sont uniquement valables en utilisant votre logiciel SMJ, non général. Quel est le coût d'accès à cet outil idée de contenu? Alors, je vois qu'il y a énormément de votes sur cette question, enfin, cette double question. Là, les astuces qu'on vous donne, il y a à la fois des astuces métiers, qui sont aller analyser le top 3, l'angle du contenu, etc. Donc ça, c'est d'un point de vue processus métier, c'est au-delà de l'outil SMJ, vous pouvez l'appliquer sans l'outil SMJ. Et après, nous, l'idée, c'est aussi de montrer dans l'outil SMJ pour les clients comment ils peuvent gagner du temps en le faisant. Pour la partie prix, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal en effet de questions sur la partie prix, je vais faire une réponse de SEO, ça dépend, puisque ça dépend de la volumétrie de contenu que vous produisez, du nombre d'utilisateurs, des modules que vous choisissez. Et donc, il vous suffit de faire une demande de démo sur le site web. Et comme ça, justement, vous pourrez échanger avec notre équipe et en savoir plus justement sur les tarifs. Alors ensuite, on a une question. J'arrive pas à la projeter, c'est dommage. Alors peut-être Julien, tu pourras nous aiguiller là-dessus. Comment faire quand on produit des articles pour qu'ils ne se cannibalisent pas? Tiens, c'est souvent un sujet qui peut revenir. Alors, qu'ils ne se cannibalisent pas. Ah oui, je la vois en fait. Ouais, exactement, ouais. En cannibalisation SEO, est-ce que tu as des conseils? Là, l'idée, ça va vraiment être d'unifier un contenu pour un mot-clé donné. Là, à l'échelle de la plateforme, ça va être d'éviter, bien entendu, de créer beaucoup de contenu sur le même focus keyword. Alors, quand on arrive à des volumétries importantes, ça va être ça l'idée. Et ça va être donc de regarder tout simplement que l'on n'aborde pas la même thématique sur plusieurs contenus. Est-ce que toi, Nicolas, tu as des idées de techniques un petit peu là-dessus? Souvent, en fait, la problématique autour de la cannibalisation, c'est que vu qu'on est plusieurs dans une équipe à créer des nouvelles pages sur un site web, donc des pages e-commerce par exemple, mais des articles de blog, etc., c'est en fait d'oublier en effet que mais tiens, en fait, j'ai déjà créé un contenu qui vise tel mot-clé. Donc, le sujet, c'est comment bien avoir fait l'inventaire de ces différentes pages pour éviter de produire 5 contenus qui visent le même mot-clé. Donc là-dessus, pour moi, le conseil, c'est déjà de faire une sorte de mapping entre voilà tous mes mots-clés stratégiques, voilà la page qui est censée cibler ce mot-clé. Ça peut être sous Google Sheets, ça peut être sous plein d'outils. Pour moi, c'est ça la clé.
Oui, après, il y a un impact une problématique de volatilité aussi, de position. Si on voit qu'on a une page qui se dépositionne et une autre qui se positionne à la place, oui. Ça, vous allez plutôt le voir dans vos outils de suivi de position. Hein. Ça pourrait être intéressant de voir ça. Donc, si vous constatez ça, attention, alerte. Potentiellement, vous avez 2 pages, voire plus, qui se battent un petit peu entre elles pour savoir quelle est la meilleure à positionner, quoi. Donc, Google va avoir du mal à positionner la bonne. Donc, surveillez aussi vos positions et les landings associés. Tout à fait. On a une autre question de Juliette. À quelle fréquence faut-il optimiser le même article? Là-dessus, tu aurais des conseils, Julien? Le même, là aussi, ça va dépendre un petit peu. Qu'est-ce qu'on observe, nous, comme délai de réoptimisation? Ça va dépendre des thématiques, mais on est entre une fois tous les 3 mois, à partir de 3 mois, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Peut-être surveiller à quel moment la SERP évolue aussi, hein. Surveiller l'évolution de la SERP, s'il y a des nouveaux concurrents qui arrivent, etc. S'il y a une baisse de performance aussi du contenu, ça peut mettre la puce à l'oreille pour savoir quand réoptimiser son contenu, mais il n'y a pas vraiment je ne sais pas ce que tu en penses, Nicolas, mais de délai idéal, quoi. En fait, ça dépend énormément du type de contenu. Par exemple, si vous êtes sur un contenu, par exemple, sur le côté administratif, par exemple, des congés payés, par exemple. Et admettons, il y a des lois qui changent. Si les lois changent tous les 3 mois autour des congés payés, vous allez mettre à jour tous les 3 mois. Parce que vos concurrents vont le faire. Donc, si vous ne le faites pas, vous allez perdre des positions. Donc, ça dépend de la thématique. Tout comme il y a d'autres thématiques où potentiellement il n'y a pas de nouveauté pendant 2 ans, où vos concurrents ne mettent pas à jour leur contenu pendant 2 ans, et là, c'est 2 ans. Sur vos contenus stratégiques, clairement, gardez l'œil. J'aime bien ce que tu dis, 3 mois, 6 mois, 12 mois. Pour moi, c'est un peu les 3 créneaux à avoir en tête. Par contre, ce qu'on observe, c'est que très souvent, les gens pensent que j'ai produit un contenu, c'est bon, j'arrête. Non, mais il faut les réoptimiser, ces contenus. C'est un peu comme un potager, d'accord? Si vous n'arrosez pas les plantes, elles ne risquent pas de pousser. Les contenus, c'est pareil, c'est vous capitaliser dessus, mais il faut les entretenir et donc pensez à les mettre à jour. Moi, j'aurais tendance à dire, s'il y a un point de repère à avoir en tête, c'est au moins une fois par an. Ouais. Alors, on a plusieurs questions autour du maillage interne et des cocons sémantiques. Toi, Julien, quel serait ton avis sur cette partie-là? Comment, en fait, on fait le maillage interne dans un cocon sémantique? Je sais qu'il y a plusieurs écoles. Il y a plusieurs écoles, c'est vrai. Moi, j'ai une école un petit peu... J'ajuste mon école, en fait, en fonction de mon contenu, de ma thématique, etc. Mais en tout cas, oui, je vais en effet mailler des articles entre eux. Alors, via des liens directement présents dans le contenu et plutôt haut dans l'article, ça va être un petit peu mon approche. Et je vais essayer de faire un travail de variation sur les encres utilisées. Donc, par exemple, si je cible un mot-clé spécifique, je ne vais pas tout le temps utiliser la même encre interne, mais utiliser tout le champ autour sémantique, lexical, le champ lexical autour du mot-clé pour faire mes encres, en fait. Mais je n'ai pas forcément de règles, de nombre de mots-clés, etc. à conseiller. Tout va dépendre de la longueur du contenu. Mais je vais essayer aussi d'être assez étanche et pas forcément faire des liens qui vont partir trop vers des pages qui sont sur des thématiques complètement différentes, quoi. Donc, je vais essayer de mettre ça en place pour mes contenus. Et pour ma part, moi, ce que je peux vous conseiller, parce que c'est vrai qu'il y a une école, d'ailleurs, il y a plusieurs versions de maillage interne autour du cocon sémantique, faut le savoir. Moi, perso, je suis plutôt de l'école du topic cluster à l'américaine, notamment, en fait, pensez à l'utilisateur et pensez d'un point de vue SEO. C'est-à-dire, plus vous envoyez des liens vers une page, plus elle gagne de PageRank interne. Ça, c'est le premier sujet. Donc, plus vous en faites, mieux vous vous portez. Le deuxième point, c'est penser à l'utilisateur. C'est-à-dire, oui, si vous parlez à un moment donné dans un article sur l'huile de coco, par exemple de compléments alimentaires, ça fait du sens de faire un lien vers votre page complément alimentaire. Donc, c'est penser utilisateur. Moi, c'est vraiment les deux conseils que je peux vous donner. Donc, voilà, on est arrivé, je vois, à la fin de notre conférence.
Donc, désolé, on n'a pas pu répondre à l'ensemble des questions. Cependant, d'ailleurs, si je reviens sur la slide d'avant, n'hésitez pas à venir sur LinkedIn où là, on a mis nos emails. Vous pouvez venir nous poser les questions parce que désolé, on n'a pas pu répondre à tout. Donc, venez nous contacter. Ça nous fera plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions. Et également, sachez que dans 10 minutes, il y aura une autre conférence où nous aurons Selim et Amiel qui sont des experts de HubSpot et qui vous partageront des astuces pour faire un blog toujours plus performant, donc pour aller chercher plus de trafic, mais aussi plus de conversions. Donc, j'ai l'impression qu'on est sur une conférence qui sera extrêmement complémentaire de la nôtre. Et j'ai aussi vu là pendant le webinaire qu'il y avait énormément de questions autour des fonctionnalités et autour du prix de SEMJ. Eh bien, vous savez quoi, ça tombe bien, puisque d'un côté, il y a une offre promo et de l'autre côté, donc on va la mettre dans le chat, il y a un formulaire de demande de démo. Comme ça, avec notre équipe commerciale, eh bien, ils pourront vous montrer directement et répondre à l'ensemble de vos questions sur l'outil. Vous allez voir, c'est vraiment un outil dont on est très fier et dont les clients sont extrêmement satisfaits. Merci à tous et donc rendez-vous à 15h30 pour la prochaine conférence. Et puis, merci à toi, Julien, d'avoir fait cette conférence. C'était vraiment cool. De même également, merci à toi, Nicolas. Allez, à très bientôt. Allez, au revoir tout le monde. Merci.